Bonsoir, Misia. Bonsoir Séverine. On est là pour cette troisième vidéo sur l'acceptation. Pour aujourd'hui, on a eu envie de partager le fait que ne plus lutter, mais nous accepter tel qu'on est, en fait, ça va nous permettre d'aller ensuite vers l'accomplissement qu'on abordera dans le prochain épisode. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que le manque d'acceptation, ça va nous empêcher d'aller vers notre accomplissement Mm. ou l'importance d'encore en parler. Et on a choisi pour ce sujet-là le thème des neuroatypiques, parce qu'on trouvait que ça reflétait bien quelque part ce challenge-là. Oui, et comme tu le dis Séverine, c'est vraiment un défi en fait parfois pour ce type de profil. Euh, Peut-être je vais commencer par nommer un peu ce qu'on entend par neuroatypique parce que ces derniers temps, il est un peu mangé à toutes les sauces ce mot donc moi j'ai quand même voulu rassembler un petit peu ce qui est entendu par une personnalité, un profil neuroatypique. Euh, donc c'est quelqu'un, par exemple, dedans rentrent les catégories de tout ce qui est personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme, y compris l'Asperger, ce qu'on nomme les 10, donc la dyslexie, la dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, et s'il y en a d'autres, bon ben, 10 quelque chose, moi j'ai retrouvé celle-là. Les personnes présentant des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH. Certaines personnes ajoutent aussi dans cette catégorie des personnes neuroatypiques les personnes présentant la précocité, la douance, donc ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels, l'hypersensibilité, parfois la bipolarité ou certains TOC aussi. Et si on rassemble toutes ces personnes, on se rend compte que ça représente à peu près 20% de la population totale mondiale. Ça, c'est l'ONG Dyslexia and Literacy International qui nous donne ce résultat. Euh, alors, Si on les appelle neuroatypiques, c'est parce qu'ils ont un fonctionnement qui n'est pas typique, donc qui sort de la norme et de la moyenne de ce qu'on peut se représenter en réfléchissant à un être humain, en fait. Et donc neuro parce que il y a un câblage au niveau du cerveau qui est fait un peu différemment, qui sort de la norme habituelle. Ce qui fait que après ça se traduit évidemment par certains types de comportements ou de fonctionnement vraiment de la personne. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici de qui est quoi et comment. C'est pas le but. Le, le point en fait, c'est vraiment puisque nous parlons de l'acceptation et de l'acceptation de ce que l'on n'a pas choisi. Parce que si je nais avec un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, je ne l'ai pas vraiment choisi. Alors, je mets aussi de côté tous les débats qu'on peut avoir sur les âmes qui viennent s'incarner, qui choisissent éventuellement tel et tel type de parents, de contexte, etc. Vraiment, la réalité, c'est que une fois que cette personne grandit, d'abord un enfant et puis un jeune, un adulte, eh bien, son cerveau fonctionne d'une certaine manière. Et quand on ne rentre pas dans la norme moyenne, euh, ben, l'expérience que vivent ces personnes, en général, c'est une ostracisation de la part de l'extérieur, puisque ben, les autres remarquent bien qu'il y a un truc qui fonctionne différemment chez eux. Ou bien, imaginons les enfants qui ont les troubles 10 euh, quels qu'ils soient, ont peut-être des difficultés à écrire, à lire, à s'exprimer. Et donc, ça peut être sujet de moquerie aussi, ou en tout cas aussi de comportements peut-être un peu maladroits de la part aussi des professeurs ou des encadrants.
Mhm. J'ai entendu ici dernièrement aussi un professeur dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui, euh, qui était un peu en colère, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, il mettait en exergue le fait que toutes ces adaptations qu'on a mis en place maintenant dans l'enseignement pour les enfants à besoins spécifiques, finalement, alors c'est chouette d'un côté parce que on valide, donc ces personnes reçoivent une validation de ce qu'ils vivent, du fait qu'ils soient différents et que c'est OK qu'ils soient différents. Donc ça, c'est super parce que ça vient vraiment renforcer et réparer leur estime de soi. Et après, la manière dont c'est mis en place, ça peut aussi renforcer le fait qu'on les montre du doigt, qu'on les met en avant et ça peut bizarrement, mais c'est le revers de la médaille, ça vient peut-être par endroits aussi reblesser cette estime de soi ou en tout cas les capacités de résilience. Donc, c'est jamais facile d'accom- de mettre en place ce type de choses parce que dans l'enseignement, typiquement, c'est une manière de faire pour tout le monde qui est la même. Or, nous savons tous que un individu n'est pas l'autre. Mhm. Euh, Et donc, c'est compliqué en fait pour ces personnes à un moment donné de réaliser déjà, parce que aussi, alors je n'ai pas parlé des hypersensibles ici, enfin moi j'aime bien les appeler comme Saverio Tomasella qui dit que ce sont, lui il met plutôt en lumière l'ultrasensibilité, donc les hautement sensibles, parce que pour lui l'hypersensibilité c'est des fonctionnements plutôt physiologiques qui mènent par exemple, l'asthme, les allergies, le côlon irritable, vraiment des troubles qui se traduisent dans le corps plus, enfin dans les fonctionnements, les fonctions vitales parfois du corps. Mais, et il met à côté de ça vraiment la haute sensibilité qui ne donne pas lieu à des troubles de cet ordre-là, mais par contre qui est aussi inconfortable. Parce que ceux qui sont hautement sensibles, donc ce sont des personnes qui ont qui arrivent vite à saturation en fait, une fois que leurs sens sont stimulés par l'extérieur. Mhm. Euh, et donc, ils peuvent être vite sensibles au bruit, à la lumière, trop de gens dans une pièce, des choses comme ça, et ça arrive beaucoup plus rapidement et intensément que les personnes avec un fonctionnement normal. Et cette partie de la population, aujourd'hui, il a revu ses statistiques parce qu'il y a quelques années, quand il avait rédigé ses premiers livres, 2012-13, il chiffrait ça à 20%. Aujourd'hui, il chiffre à 30% cette partie de la population. Et donc, sa conclusion à lui, c'est que, mais on peut, ces personnes peuvent vivre une vie normale dans la société, même s'ils ne sont pas, même s'ils sont atypiques Mhm. sans pour autant rester dans une suradaptation. Parce que, en général, ce qui se passe quand on a un fonctionnement différent de la majorité de l'extérieur, c'est qu'on essaie de s'adapter. Parce que, les gens qui vivent des choses comme ça, ils voient, mais bon, moi je réfléchis pas comme ça, je vois pas les choses de la même manière, ou bien vraiment ce bruit, c'est beaucoup trop pour moi. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ces personnes cherchent à s'adapter, parfois l'adaptation va tellement fort que ça devient vraiment à une échelle très forte, donc une suradaptation. Et accepter que je sois comme ça, différent de la moyenne, que ce soit peut-être plus difficile de correspondre à certains profils qui sont mis en avant ou euh, oui, mis en avant par la société, qui réussissent mieux peut-être du coup. Euh, Alors, c'est une acceptation qui peut être au début très difficile, Mhm. parce que c'est vraiment accepter quelque chose que, bah, quand même, je n'ai pas choisi. Et sortir de la suradaptation, parce qu'une fois que j'ai accepté cet état de fait, mais vraiment profondément, bon, ben, c'est comme ça, euh, je vais bien devoir faire quelque chose avec ça, et c'est pas pour autant que la suradaptation est nécessaire. Je peux très bien vivre tel que je suis cheminer vers le bonheur et mon épanouissement sans pour autant
me suradapter. Parce que si je sors de la suradaptation, ça me redonne un degré de liberté. Et oui, au lieu d'être dans cette suradaptation forcée, la situation la personne va se retrouver dans une situation, elle va se dire, ah ben là, j'ai de nouveau de la liberté. Mm, tout à fait. Ouais. Il y a deux philosophes hein, qu'on trouvait qui étaient intéressants pour aujourd'hui. Le premier, c'était d'abord Jean-Paul Sartre, on en a brièvement parlé la dernière fois, mais justement à propos de cette histoire de retrouver sa liberté, en fait, c'est un peu sortir du déterminisme quelque part, sortir de l'étiquette qu'on peut avoir sur soi, sortir de l'ostracisation. Jean-Paul Sartre est intéressant sur un aspect ici, c'est que lui, il refuse tout déterminisme. Mm, Et donc, il nous dit que l'existence précède l'essence, ce qui en fait veut dire que chacun des choix que nous faisons à chaque moment servent à définir petit à petit qui je suis. Et c'est seulement à la fin de ma vie qu'on pourra dire qui je suis. Mais donc, a priori, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de genre qui peut déterminer et dire qui je suis et définir comment je dois agir et sur lequel je pourrais me reposer pour dire, ben, en fait, c'est pas mon choix ou c'est pas de ma faute, c'est parce que, il y a ça qui m'est arrivé. Donc, mm, dans ce sens-là, pour retrouver sa liberté, il est vraiment intéressant. Et donc, chez lui, vraiment, à chaque instant, j'ai toujours un grand nombre de choix devant moi. Alors, ça dépend évidemment de la situation dans laquelle je suis. Peut-être que la situation, il y a des événements qui me sont arrivés, je ne les ai pas choisis. Ils créent une nouvelle situation. Mais même si je n'ai pas choisi, par exemple, un accident qui m'arrive ou quoi, dans cette nouvelle situation, j'ai toujours tout ce panel, enfin, j'ai toujours une possibilité presque infinie de choix à faire. Et alors, ce qui va évidemment avec, c'est que du coup, j'en suis responsable. mm. Je suis je ne peux pas repousser cette responsabilité, ne pas faire de choix, ce sera encore faire un choix. Et donc, en fait, on n'a pas le choix d'être libre. On est obligé d'être libre, finalement, avec lui. C'est intéressant par rapport au déterminisme. Et évidemment, par contre, là où on peut nuancer quand même Sartre, c'est que est-ce que c'est vraiment possible à chaque instant d'avoir cette liberté? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on n'est jamais déterminé? Peut-être qu'il faut quand même reconnaître que, il y a des moments, il y a des déterminismes, la famille dans laquelle je suis née, les circonstances de ma vie, des choses qui m'arrivent qui font que, ben, comme on l'a vu hein, dans les vidéos précédentes, il y a d'abord un accueil, il y a d'abord une acceptation qui sont nécessaires. Oui. Jean-Paul Sartre, on le sait, hein, a beaucoup travaillé aussi avec Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir qui défend aussi hein, cette liberté où il y a rien qui nous détermine à l'avance, il n'y a pas d'essentialisme, eh bien, finira à un moment donné, hein, mais furtivement, mais par dire, ben, en fait, peut-être qu'on s'est quand même trompé quand on a parlé de ces libertés. Elles marchent pour des gens d'une certaine classe, mais on est obligé aussi de remarquer que quelque part dans la société, tout le monde n'arrive pas à accéder à cette liberté qui permet de se déterminer soi-même et de Mm, définir dans notre vie qui on est. Et voilà, donc, mais peut-être il y a un entre-deux aussi à trouver. Peut-être que c'est des étapes différentes en fait du chemin de la liberté et du chemin vers le bonheur. mm. C'est sûr que pour un hypersensible, ben, selon le milieu où il est né, selon ce qu'il vit, euh, eh bien, ce qu'il va vivre va être différent. Il aura peut-être plus ou moins facile à accepter finalement ce qu'il n'a pas choisi. Oui, oui, on peut le voir même dans, parmi les personnalités qui sont un peu plus connues. Moi, j'ai suivi un peu, parce qu'il était un peu sous les feux des projecteurs ces derniers temps, Pierre Ninet, un acteur français. Et lui, par exemple, il est né dans une famille d'artistes, donc d'acteurs. Et ça a toujours été normal pour lui il a, de pouvoir exprimer ce qu'il vit, ses émotions, tout ce qu'il... Oui, c'était normal dans la maison de pouvoir exprimer pleinement ce qui se vit en soi. Et donc, lui qui a quand même une sensibilité assez haute, ça a été accueilli
et ça a été normalisé en fait. Donc, son profil qui est plutôt neuroatypique, si on regarde la moyenne de la société, dans sa famille a été normalisé, ce qui fait qu'il a développé vraiment une sécurité intérieure, une estime de soi et une confiance en soi et en la vie et en l'extérieur aussi. Il a été suffisamment, il a une résilience suffisamment grande, en tout cas une capacité de résilience pour se sentir suffisamment à l'aise pour être juste qui il est et vivre Mhm. qui il est. Ce qui lui a permis aussi d'ailleurs de continuer dans le milieu artistique. Parce que imaginons Pierre Ninet dans une famille de, allez, dans une famille de militaires qui naît dans une famille où évidemment tout est bien régulé, on aime l'armée. C'est vraiment pas une critique parce que ces familles-là, en général, sont très riches aussi en enseignement. Et ces personnes apportent beaucoup de choses à la société aussi. Mais bon, si je caricature un peu cette façon de vivre et de fonctionner, donc militaire carré, tu seras général mon fils. Et le fils n'est pas du tout intéressé par ça. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être acteur. Où aurait-il été accueilli pour pouvoir développer ces capacités et ces talents-là, finalement? Ça aurait été beaucoup plus compliqué et semé d'embûches, à mon avis. J'extrapole, mais je peux imaginer la souffrance de quelqu'un qui tombe comme ça dans un environnement qui est totalement pas préparé, en fait, à accueillir quelqu'un comme ça qui fonctionne pas de la même manière. Et on prend un autre profil, prenons un profil avec un trouble du spectre autistique. C'est pas facile. Eh oui, Donc oui, le déterminisme, il est quand même présent, oui. il est présent, oui. On ne peut pas complètement éliminer au moins cette hypothèse et puis le prendre en compte. Et oui, on a accepté les choix qu'on n'a pas choisis finalement. Ils peuvent parfois paraître des choix. Un exemple hein, aussi, c'est dans le domaine de l'amour. L'histoire de couple, les histoires de couple, ça commence quand même par tomber amoureux. Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux? Est-ce que Hmm. on se réveille un matin en se disant c'est moi qui choisis, je choisis de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne-là? Eh bien non, ça se joue pas au niveau d'un choix entièrement libre. Il semble qu'il y ait quand même des facteurs qui fassent ça, qui fassent qu'on va tomber amoureux de telle ou telle personne. Et un autre philosophe qui est vraiment intéressant à ce propos-là et qui nous permet de renuancer ces propos, qui est aussi plus contemporain, c'est Alain qui dit, lui, que en fait, la liberté de choix, c'est une forme d'illusion, hein, comme le disait déjà Spinoza, bien sûr. Mais il nous dit, en fait, la liberté, c'est pas choisir. La liberté, elle vient après les choix. C'est de faire en sorte que le choix qui a été fait, il soit le meilleur possible. Et de faire en sorte de rester fidèle en fait à ses choix et donc aussi à ses valeurs. On a parlé la dernière fois dans l'acceptation aussi des valeurs. Donc, une fois que les choix sont faits, et une fois aussi qu'on a ces valeurs, faisons en sorte que la liberté finalement, même si le libre arbitre, lui, cette capacité de choix est illusoire, la liberté, elle n'est pas illusoire. C'est notre force de résolution à vouloir que ce qui a été choisi soit le meilleur. Et vouloir mettre notre énergie dans absolument faire un choix libre, en fait, pour lui, c'est perdre notre énergie. C'est un peu, comme disait Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais dans ce cas-là, ce serait mettre son énergie sur ce qui ne dépend pas de nous. Nous sommes devancés par la nature, par la culture, par toutes sortes de facteurs. Par contre, euh, en aval, je peux être fidèle et continuer à m'impliquer. Acteur de ma vie, en somme. C'est ça. Hmm. Ce qui demande quand même une acceptation de ce qu'on n'a pas choisi. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Avec ensuite, tu avais parlé de la responsabilité tout à l'heure, mais Oui, accepter cette responsabilité qui est la nôtre, c'est aussi reprendre un pouvoir sur notre vie, en fait. oui.
c'est un peu plus facile de cheminer alors vers le bonheur et ce qu'on verra plus tard, l'accomplissement. Et oui, ça nous ouvre déjà en fait à ce troisième volet hein, qu'on abordera la fois prochaine de l'accomplissement. Mm. Alors on a besoin aussi d'un peu de résilience hein, évidemment pour accepter tout ça. Hein. Et, euh, et puis ben, de voir que notre liberté, bon, ben, elle est intérieure, mais on verra aussi la fois prochaine que, elle deviendra aussi extérieure pour créer du nouveau, pour s'inscrire dans le réel. Mais sans cette acceptation aussi de ce qui me détermine, de ce qui me cause, sans cette acceptation de tout ça, ben, et du nouveau, ça va pas être très réaliste. Parce qu'on est quand même obligé de partir de là. Mm. Oui, une base solide, Solide. ancrée dans la réalité. Mais oui, Et oui. ça fait Mais sens. en face d'une liberté qui se conquiert aussi. Hein. Chaque jour un peu plus. Et oui. Ah, mais oui. Bien, moi, je propose, est-ce qu'on est prêt pour faire l'exercice? Oui, on est prêt. Euh, je pensais aujourd'hui proposer l'exercice de l'acceptation de ce qu'on n'a pas choisi. Mhm. Alors, je pose un petit cadre. Nous allons choisir quelque chose qui est arrivé, par exemple, aujourd'hui, dans la journée, dans le quotidien. Un petit choix, une situation que je n'ai pas choisie et qu'il a bien fallu que j'accepte. Alors, imaginons une réunion à laquelle j'ai pas voulu participer, ou bien une visite inopinée, une rencontre, un coup de fil peut-être. Peu importe, quelque chose qui est arrivé dans la journée que je n'ai pas choisi et que j'ai bien dû accepter parce qu'il a fallu faire avec. Et donc, je vais, je propose de vous juste vous centrer un peu pour retrouver cette situation en prenant quelques respirations amples et de juste laisser les choses se déposer. Alors, avec chaque respiration, peut-être inspirer du calme et à l'expire, le laisser se diffuser. À chaque respiration, inspire. J'inspire du calme. Et à l'expire, je le laisse se diffuser à l'intérieur. Et peut-être que tu peux ressentir que cet espace à l'intérieur commence petit à petit, avec chaque respiration, à s'élargir à ton rythme. Et maintenant que cet espace se crée petit à petit, au rythme de ta respiration, peut-être des battements de ton cœur aussi. Eh bien, tu peux peut-être apercevoir cette situation, cette chose que tu n'as pas choisie aujourd'hui, mais qu'il a bien fallu accepter. Et ce que je te propose, c'est de de symboliser cette situation en un objet de ton choix. Ça peut être une forme géométrique, ça peut être un objet quelconque, ce qui te vient. Et ce que je te propose de faire, c'est d'un peu jouer avec cet objet. Tu peux essayer de l'agrandir ou de le rétrécir,
de l'éloigner de toi et de voir comment sa taille rétrécit à mesure qu'il s'éloigne, de l'approcher. Et là, à l'inverse, il grandit, plus il s'approche de toi. Peut-être que tu peux le faire pivoter aussi, changer sa couleur. Et là, je vais faire appel un peu à tes talents de magicien. Tu peux peut-être changer son poids, le rendre un peu plus lourd et là maintenant plus léger. Et peut-être que tu auras envie d'un peu jouer encore avec. Peut-être le cacher dans une poche et puis le ressortir dans l'autre. Et observer un peu comment maintenant tu vois cet objet d'abord, avec lequel tu as pris la liberté de faire toutes sortes de choses. Et maintenant, je t'invite à faire le lien entre cet objet et la situation de départ et d'observer un peu ton positionnement là maintenant par rapport à cette situation que tu n'avais pas vraiment choisie et que tu as accepté de vivre. D'observer si à l'intérieur de toi il y a quelque chose qui a changé depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une certaine distance qui s'est installée, ou un apaisement, ou en tout cas, peut-être que tu arrives un peu à relativiser cette situation. Et cet apaisement par rapport à cette situation, je te propose de l'ancrer par un geste. Alors ça peut être, tu peux poser la main sur le cœur ou bien peut-être toucher ton poignet ou peut-être claquer des doigts. Que cette ressource que tu viens d'ancrer, ce petit pas de résilience que tu viens de poser, tu puisses t'y connecter à n'importe quel moment en fait. Si tu rencontres encore une situation que tu n'as pas vraiment choisie et que tu vas bien devoir accepter, eh bien de te connecter à cet apaisement que tu viens de vivre là, par ce geste, cette connexion sera instantanée. Merci, Micha, pour tous ces exercices que tu nous proposes. C'est avec grand plaisir. Je vous lis le texte du jour. Oui! Alors, c'est un texte d'Alain. Nul ne choisit d'aimer, ni qui il aimera. La nature fait le choix. Mais il n'y a point d'amour au monde qui grandisse sans fidélité. Il n'y a point d'amour qui ne périsse par l'idée funeste que le choix n'était point le meilleur. Je dis bien plus. L'idée que le choix était le meilleur peut tromper encore si l'on ne se jette tout à soutenir le choix. Il n'y a pas de bonheur au monde si l'on attend au lieu de faire. Et ce qui plaît sans peine ne plaît pas longtemps. Faire ce qu'on veut, ce n'est qu'une ombre. Être ce qu'on veut, ombre encore. Mais il faut vouloir ce qu'on fait. Il n'est pas un métier qui ne fasse regretter de l'avoir choisi, car lorsqu'on le choisissait, on le voyait autre. Aussi, le monde humain est rempli de plaintes. N'employez point la volonté à bien choisir, mais à faire que tout choix soit bon. Hmm. À faire que tout choix soit beau.
Voilà de quoi méditer jusqu'à l'épisode suivant. Oui, certainement. Bien. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour nos prochaines explorations. Et pour l'accomplissement. Tout à fait. Merci, Micha. Merci Séverine. À bientôt. Oui, à bientôt.